5,333 kg de cocaïne ont été saisis jeudi dernier par la police. La drogue en provenance du Brésil via Lomé et à destination d'un pays voisin est estimée à plus de 300 millions de francs CFA. La poste fait partie de notre vie et de celle des entreprises au quotidien. C'est le thème de la célébration de l'édition 2013 de la Journée mondiale de la poste, les échos dans ce journal. Forum sur le vieillissement en Istanbul, en Turquie. La ministre de la Population, représentant la première dame, Dr Malika, avait pris part du 4 au 6 octobre dernier. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous recevons ce soir sur ce plateau la directrice commerciale et marketing Sahelcom, Madame Sambo Rassidatou Gakoy. Avec elle, nous allons parler du réseau de téléphonie Sahelcom. Le temps de signaler que le Conseil islamique du Niger a rendu public une déclaration relative à la célébration de la fête musulmane de Tabaski, qui constitue l'une des grandes fêtes du monde musulman. Bismillahirrahmanirrahim. Déclaration du Conseil islamique du Niger concernant la fête de Tabaski. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur d'affirmer aux musulmans nigériens que le croissant lunaire du mois musulman de Zulhijja, le mois du pèlerinage, et la Tabaski a été aperçu dans la localité de Gargaï, dans la région de Tillabéri, au soir de samedi 5 octobre 2013, ce qui signifie que le jour de dimanche 6 octobre 2013 constitue le premier jour du mois musulman de Zulhijja, de l'année musulmane 1434 de l'Hégire, correspondant à l'année 2013. Ainsi, les jours de mardi 10 de ce mois de Zulhijja, correspondant au 15 octobre 2013, constituent le jour de la fête musulmane de Tabaski, qui constitue l'une des grandes fêtes du monde musulman. À cette heureuse occasion, le Conseil islamique du Niger souhaite une très bonne fête aux Nigériens et à toute la Oumma islamique. Il est à souligner l'importance de cette occasion qui réunit deux événements essentiels pour notre identité islamique, à savoir le pèlerinage et la fête de Tabaski, et qui réunissent tous les musulmans à travers le monde. Il est donc du devoir des Nigériens de profiter de cette occasion pour renforcer leur unité nationale et éviter les divisions dangereuses, politiques, sociales ou religieuses, car l'islam est contre tout cela. Enfin, nous prions Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il assure à notre cher pays, le Niger, et à toute la Oumma islamique, la paix, la concorde et le progrès. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direction Agadez, où le gouverneur de la région était ce week-end à Abattelé, dans la commune rurale de Tabaga, centre historique de rayonnement de l'islam dans l'Aïr. Le colonel-major Garba Makido, à la tête d'une importante délégation dont le sultan de l'Aïr est allé encourager au nom des autorités de la 7e République les ulémas de cette zone qui viennent d'accomplir 40 jours de dévotion et de lecture collective du Saint-Coran pour la paix et la prospérité de notre pays. Compte rendu Hachim Mohamed et Ibrahim Marik. Situé à 110 km au nord d'Agadez, bâti sur le flanc ouest de Montbagazan, au milieu d'un cordon montagneux, Abatol accueille chaque année en pareil moment des milliers de fidèles musulmans de la secte Al-Khalwatiya, ou retrait. Il s'agit d'une forme de prêche propre aux populations se trouvant dans les massifs de l'Aïr qui s'apparente beaucoup au soufisme.
Cette pratique a été introduite aux premières heures de l'islam au début du XVIIe siècle par le grand mufti Sayyid al-Mahmoud al-Baghdadi, qui a propagé l'islam dans l'Aïr. C'est à partir de ces grottes, qui lui servaient d'abri contre les intempéries et les refuges face aux attaques des tribus Touareg voisines, alors réfractaires à l'islam, que Cheikh Mahmoud al-Sayyid al-Baghdadi dispensait ses cours avant de construire à l'aide des populations reconverties en islam plusieurs mosquées dans la zone, dont celle d'Abatol que voici. En mémoire donc à cet érudit mort assassiné dans la même zone, les ulémas continuent de perpétuer cette tradition en se retirant dans un coin comme Abatol, loin de la vie moderne et ses plaisirs, pour implorer Allah et sa miséricorde. Le gouverneur de la région d'Agadez a tenu à faire le déplacement au 40e jour, accompagné de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, et d'autres personnalités civiles et militaires. La délégation du colonel-major Garba Mekido a passé la nuit dans cette localité avant d'assister dans la matinée à la lecture collective du Saint-Coran et la Fatiha. Au terme de son séjour dans cette cité merveilleuse, le gouverneur Garba Mekido nous a livré ses impressions que voici. Je me réjouis d'autant plus que depuis hier, je me retrouve ici avec plus de 3000 musulmans sur ce site pour implorer Dieu. Implorer Dieu pour que notre communauté musulmane, notre pays dans son ensemble, puisse jouir de la sérénité, de la stabilité et de la paix. Un vœu du président de la République qui ne cesse dans tous ses propos de clamer cette stabilité. Et je remercie aujourd'hui cette communauté qui n'a pas, malgré l'âge, malgré le temps, malgré l'hostilité, ils ont quand même continué dans la foi et la communion des esprits à venir ici en ermite pour pouvoir implorer le bon Dieu. Ils ont séjourné pendant 40 jours, une retraite de 40 jours avec pour seule tâche l'invocation de Dieu, implorer Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que Dieu nous gratifie de sa clémence, pour que Dieu descende sa bénédiction sur nous, sur notre région, sur notre pays. Je l'annonçais dans les titres sur invitation de la Fédération internationale sur le vieillissement de la population. La ministre de la Population, Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi, a représenté la première dame, Dr Malika Issoufou, au forum sur le vieillissement qui s'est tenu du 4 au 6 octobre dernier à Istanbul, en Turquie. Un forum qui vise une meilleure prise en charge des personnes âgées. Envoyés spéciaux Hamani Seni et Rabiba. Ouvert samedi dernier à Istanbul, en Turquie, le forum sur l'initiative internationale d'Istanbul sur le vieillissement a regroupé d'éminentes personnalités venues de plus de 40 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, des États-Unis et du Canada. Personnalités parmi lesquelles des universitaires, des chercheurs, et membres du gouvernement, des bailleurs des fonds, des représentants des fondations, d'ONG et d'associations. Tous venus pour discuter et échanger sur la problématique du vieillissement de la population. Sur invitation de la Fédération internationale pour les personnes âgées, IFA, la première dame, Dr Malika Issoufou, a été représentée à ce forum par la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi, accompagnée pour la circonstance de l'ambassadeur du Niger à Ankara. À l'ouverture de ce forum, tous les intervenants ont mené un fort plaidoyer pour plus de solidarité à l'endroit des personnes âgées. La Fondation Tatali Yali, qui dans sa démarche a inscrit le mieux-être des populations vulnérables au centre de ses priorités, ne peut que s'approprier cette initiative turque qui vise à protéger les personnes âgées et à faire d'elles des membres actifs de la société. Le problème de vieillissement de la population mondiale, c'est un problème qui a souvent été occulté. Pourtant, il faut en parler et il faudrait que ce soit un facteur à prendre en compte dans nos politiques de développement, et nos programmes et nos politiques. En effet, il est vrai qu'en Afrique, notre population est jeune. N'empêche qu'avec les progrès de la technologie et la qualité de vie, les gens vivent beaucoup plus longtemps.
à travers le monde. Et il faudrait savoir prendre en charge cette frange de la société. Parce que le vieillissement va en pair avec certains aspects des maladies, des maladies chroniques. Comme vous le savez, chez les personnes âgées, il y a le diabète, les problèmes cardiaques. Il y a beaucoup d'autres facteurs dont dorénavant nos politiques doivent savoir faire avec. Notre constitution stipule que l'État veillera à prendre en charge, à veiller sur la qualité de vie des personnes âgées. Au niveau du ministère, nous avons déjà effectué une étude d'état des lieux par rapport à la situation des personnes âgées au niveau du Niger. Et nous avons élaboré un projet de loi de protection de ces personnes âgées qui se trouve actuellement dans le circuit d'adoption. Donc c'est la Constitution même qui nous exige qu'on puisse s'occuper de cette frange de la population. Les personnes âgées très souvent sont perçues comme source de problèmes. C'est une charge pour la population active, alors que cette vision est erronée. Nous savons que dans nos sociétés traditionnelles, les personnes âgées sont vraiment une richesse pour la famille et pour la communauté, parce que nous allons là-bas pour savoir auprès d'eux, ils sont les gardiens des coutumes, de nos us et coutumes. Et c'est la sagesse. C'est eux qui régulent les conflits au sein des familles et au sein de la communauté. Mais maintenant, avec l'effritement de la société traditionnelle, ces personnes âgées sont laissées à elles-mêmes. À un âge où elles ne peuvent plus produire pour se prendre en charge, les enfants sont partis en exode, elles ne peuvent pas se prendre en charge, on ne s'occupe pas d'eux, et mieux, parfois, on leur laisse en charge les petits-enfants. Donc cette mutation de la société nous interpelle, puisque toute leur vie, ils ont aidé les autres. Maintenant, c'est à notre tour d'avoir un regard de compassion par rapport à cette frange de la société. Au plan sanitaire, le Forum d'Istanbul offre l'opportunité aux participants de fédérer leurs efforts pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. Cette initiative est spéciale, c'est un peu plus ciblé pour les pays de le Moyen-Est et de l'Afrique du Nord et pour apporter en fait l'importance de la question de regarder à les questions de vieillissement des populations âgées au sein des pays et que beaucoup de pays ont des différences entre la population, la largesse de la population, la taille de la population, mais qu'il y a des efforts très importants à faire et pour sensibiliser les populations et les décideurs sur cette grande question qui touche sur le pays. L'Organisation mondiale de la santé une priorité, c'est d'avoir une approche à travers toute la vie en fait de l'enfance jusqu'à le vieillissement des populations. Mais une chose qui nous frappe maintenant pour la première fois dans l'histoire du monde, c'est que les populations qui vieillissent deviennent plus rapides, plutôt dans les pays qui sont en train de développer, que aussi l'attente de vie sont de plus en plus long, c'est-à-dire que la moyenne est de peut-être 70 ans dans plusieurs des pays et qu'il y a un succès. Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'appuyer les pays pour créer des stratégies, des programmes, d'avoir les données aussi, de comprendre en fait d'un côté les challenges qui existent, mais de l'autre côté toutes les possibilités de créer des programmes qui sont intégrés pour assister les familles, les communautés et les pays eux-mêmes. Plusieurs panels ont été organisés sur des thèmes aussi riches que variés, portant sur la prise en compte des personnes du troisième âge. Dr Maikibi Kadigatou Dandobi a eu droit à une visite guidée des stands érigés pour la circonstance pour permettre aux participants de mieux apprécier les initiatives et les actions menées en faveur des personnes âgées et des activités que mènent ces dernières pour apporter leur contribution au développement du pays. Cette réunion qui s'est tenue sur 2 jours a abouti sur une déclaration dite d'Istanbul et qui servira de feuille de route pour une meilleure prise en charge des personnes âgées. Voilà, retour à Niamey pour signaler l'ouverture ce matin des travaux de la 4e réunion ordinaire du comité régional de pilotage du programme de développement durable du bassin du lac Tchad. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Sidiko Abdou et Moussa Yahya.
Ayant subi les effets des changements climatiques et de la pression démographique, le lac Tchad couvre aujourd'hui moins du 10e de sa superficie d'antan. Et c'est pour redonner à ce lac toute son envergure et ainsi favoriser la réduction de la pauvreté des populations vivant de ses ressources que les pays membres de la CBLT ont lancé en 2009 le programme de développement durable du bassin du lac Tchad. Ce programme, qui durera 6 ans et dont le coût est estimé à environ 41 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la droite ligne de toutes les actions menées par les dirigeants de cet espace, parmi lesquels le projet de transfert des eaux de Lubangui, dont la table ronde des bailleurs de fonds se prépare activement. Le Niger, assurant la présidence du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT, s'attelle à l'organisation de cette table ronde d'ores et déjà. Le président de la République, président du sommet des chefs de l'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT, son Excellence Issoufou Mamadou, a désigné 2 éminentes personnalités en vue d'accompagner nos États dans l'organisation de cette table ronde. Il s'agit de son Excellence Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, et de l'honorable Arba Diallo, député maire de Dori, Burkina Faso. Comme vous pouvez le constater, le Niger, en collaboration avec le secrétariat de la CBLT, participe activement à ce processus de coopération avec le bassin de lac Tchad. Quant à cette 4e réunion ordinaire du comité régional de pilotage du PRODEBALT, elle constitue une étape importante dans la mise en œuvre du programme. Le programme de développement durable du bassin du lac Tchad, qui est mis en œuvre depuis 2009 et pour lequel les travaux du 4e comité régional du pilotage démarrent aujourd'hui à Niamey, constitue justement la réponse appropriée devant permettre d'inverser significativement la tendance à la dégradation observée jusque-là. Au cours des 2 journées que dureront vos travaux, vous aurez à examiner les documents ci-après. Le rapport annuel d'activité pour l'année 2013, le programme annuel de travail pour l'année 2014 et le budget de l'année 2014. Intervenant au cours de cette cérémonie, le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad a émis le vœu de voir l'adoption de recommandations pouvant aider le PRODEBALT à atteindre ses objectifs tout en appelant les coordinations régionales et nationales à redoubler d'efforts pour accélérer le taux d'exécution. Demain, 9 octobre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la Poste pour commémorer la création de l'Union postale universelle en 1874. Le thème retenu cette année est « La Poste fait partie de notre vie et de celle des entreprises au quotidien ». Dans son message adressé à l'occasion de cette journée, le ministre de la Poste, Abdoumani, a souligné que le réseau postal repose sur plus de 600 000 bureaux de pourcentage poste à travers le monde et utilise plus de 5 millions d'employés et draine encore des centaines de milliards de lettres et colis. C'est conscient de la contribution de la Poste au développement économique de notre pays que le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Premier ministre M. Brigitte Raffini, entendent poursuivre la réforme du secteur postal. La création des ministères spécifiquement chargés de la question postale, des télécommunications, la mise en place d'une autorité de régulation de la poste et des télécommunications et la prise en compte du secteur postal au sein du programme de développement économique et social PDS participent de cet effort. En outre, avec la mise en œuvre de la stratégie postale 2013-2016, issue du congrès de Doha et du programme de développement régional élaboré par l'Union panafricaine de Poste, adopté en février 2013 à Arusha en Tanzanie et soutenu par la Direction générale du Bureau international de l'Union postale universelle UPU, l'espoir est permis pour relever les défis multiples qui se posent au secteur postal. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le secteur postal est confronté, comme bien d'autres secteurs, aux crises économiques. Il est aussi soumis à une concurrence accrue, parfois déloyale, en cette ère où les technologies de l'information et de la communication
se développe à une vitesse vertigineuse. Néanmoins, l'utilisation des services postaux reste encore d'actualité car il continue encore à assurer un lien de communication vital pour la population et les entreprises de la planète dans leur vie quotidienne. Notre opérateur historique, Niger Post, chargé de la fourniture des services postaux universels, s'est engagé dans un vaste chantier de développement de son réseau et de modernisation des services avec la création de nouveaux produits à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est donc le lieu d'exhorter et d'encourager les responsables de Niger Post à accorder une place primordiale à la qualité et à poursuivre la diversification et le développement des services innovants afin d'optimiser l'exploitation du réseau postal national dans ces trois dimensions: la dimension physique, la dimension électronique et la dimension financière. Je puis vous rassurer que mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour explorer avec tous les acteurs les voies et moyens pour améliorer l'accès aux services à travers le réseau postal et mettre en œuvre la politique de coopération sous-régionale, régionale et internationale pour favoriser le développement des services postaux et financiers. La Poste poursuivra sa mission, celle de faire partie quotidiennement de notre vie et de celle des entreprises. Vive l'Union postale universelle, vive la Poste nigérienne, je vous remercie. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé publique et l'UNFPA organisent depuis ce matin à Niamey un atelier de réflexion stratégique sur la fistule obstétricale au Niger. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre Manu Agali. Compte rendu Guy Mathieu et Yahya. Ces experts venus du Tchad, de la République centrafricaine, de la Mauritanie ainsi que de la République démocratique du Congo et de l'Occident auront à s'inspirer de l'expérience du Niger dans la lutte contre la fistule obstétricale. Ils auront aussi apporté une expertise technique au ministère de la Santé publique sur le développement de sa stratégie nationale en matière de prévention, de traitement, de formation et de réinsertion sociale visant l'éradication de la fistule au Niger. Le gouvernement a inscrit la santé maternelle et la lutte contre la fistule obstétricale au sein de ses priorités. Cet engagement s'est également traduit par la création, dès 2004, des réseaux pour l'éradication de la fistule. Cette initiative soutenue par l'UNFPA a permis de rassembler les structures publiques, les ONG internationales et nationales, les associations, les partenaires au développement, les partenaires des services pour la définition, la coordination et la mise en œuvre de stratégies opérationnelles de prévention, de prise en charge et de réinsertion socio-économique des femmes victimes de la fistule obstétricale. Les résultats obtenus au Niger dans la lutte contre la fistule a été rendu possible grâce au gouvernement et à l'appui des partenaires au développement, notamment l'UNFPA. Et la réinsertion des femmes victimes de cette maladie se sont traduits par des résultats concrets. UNFPA est fière d'avoir accompagné le Niger. Il y a notamment comme résultat une prise de conscience des communautés sur la maladie et ses conséquences. La création de 6 centres de traitement pour la prise en charge chirurgicale de la fistule obstétricale. Et ces centres travaillent avec un réseau d'ONG pour couvrir l'ensemble des stratégies nationales. En termes de résultats obtenus, de 2005 à 2012, sur les 3041 femmes victimes de fistule obstétricale opérées, UNFPA a financé la prise en charge de 2009 patientes, représentant 66% de cet effectif à travers les 6 centres, ainsi que la réinsertion socio-économique de centaines de femmes à travers tout le Niger. Lors de cette rencontre internationale, des fistuleuses ayant retrouvé la santé n'ont pas manqué de témoigner sur les conséquences de cette maladie. Elle a été mariée à 14 ans. Donc c'était après 14 ans qu'elle a contracté cette maladie.
Mais Dieu merci, maintenant elle est guérie et qu'elle fait parmi les femmes qui sont guéries. Donc elle remercie tout le monde et elle remercie les gens qui ont soutenu pour la traiter et qui continuent à soutenir les autres. Et qu'elle lance un appel à nos parents de cesser de marier les enfants jeunes. En définitive, l'éradication de la fistule au Niger est une préoccupation pour le gouvernement et l'UNFPA. À l'issue de la première phase des visites de prise de contact entamées du 23 septembre au 2 octobre dernier dans 23 unités industrielles de la ville de Niamey, Dr Kafarekiatou Christelle Jacou, ministre délégué au développement industriel, a présidé une réunion de synthèse ce matin avec les responsables de ces différentes unités et services concernés. Objectif, faire le bilan et créer un cadre d'échange et de partage afin d'améliorer la performance du secteur privé nigérien. Compte rendu Joari Isiaka et Momonikado. Cette réunion a permis au ministre délégué au développement industriel de faire le point de ses visites, mais aussi aux participants d'évoquer les différentes préoccupations. Au cours de nos visites, nous avons trouvé des équipes dynamiques, disponibles et disposées à servir leur pays, notre pays, le Niger, à travers la fabrication et la commercialisation de produits de qualité et la création d'emplois. C'est le lieu et le moment de réitérer toute notre gratitude et nos remerciements. Toute analyse faite, nous constatons pour la plupart de nos entreprises que le problème central est la non-compétitivité des produits fabriqués localement. En effet, certains industriels ont affirmé avec amertume qu'ils ont été contraints de laisser tomber la production de certains produits parce qu'ils coûtaient plus cher que les produits similaires importés. Et selon le ministre, les causes et conséquences de cette non-compétitivité des produits locaux sont variées. Pour les causes, on peut citer la fiscalité jugée inadaptée, la concurrence déloyale, la question des valeurs dites barémées au niveau de la douane. Et pour les conséquences, on peut citer que les entreprises fonctionnent en deçà de leurs capacités. On assiste à un envahissement des marchés par des produits moins chers que les produits locaux et souvent d'origine douteuse. Les investisseurs étrangers ne sont pas attirés et les locaux ne sont pas encouragés. Certes, la réunion de ce matin n'est pas suffisante pour apporter la solution à tous les problèmes évoqués, mais elle a l'avantage de créer une nouvelle synergie entre tous les intervenants du secteur industriel. Nous espérons que cela est le début d'une fructueuse collaboration qui nous permettra de trouver les voies susceptibles de résoudre les contraintes posées ou tout au moins de les aplanir. Vu la qualité des participants ici présents, j'ai le plein espoir qu'ensemble nous parviendrons à des solutions ou à des débuts de solutions qui permettront à terme à notre industrie d'être compétitive dans ce contexte de concurrence régionale et internationale. Mesdames et messieurs les participants, pour une industrie prospère, valorisons et consommons nos produits nigériens. Les échanges ont été enrichissants et d'ores et déjà d'éventuelles pistes de solutions sont visibles et praticables pour sortir les secteurs privés nigériens de cette situation. Cette synthèse consacre la fin de la première phase des visites et jette les bases d'une seconde phase pour mieux cerner le secteur de l'industrie au Niger. Et puis notre compatriote Adam Saleh Abdelrahman, directeur de la promotion et d'assistance aux chargeurs au Conseil nigérien des utilisateurs des transports CNUT, a été élu secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains à la 9e session de l'Assemblée générale de la dite instance qui s'est tenue à Kinshasa en RDC du 2 au 4 octobre dernier. C'est pour la première fois qu'un pays continental accède à ce poste. Hier, aux environs de 3 heures du matin, à l'aéroport Diori Hamani, c'est un accueil empreint de chaleur qui a été réservé à la délégation en provenance de la RDC conduite par le ministre des Transports Saleh Seydou. Issouf Suleiman et Gérard Abdelaziz pour le compte rendu. La joie se lisait sur les visages des membres de la délégation nigérienne conduite par le ministre des Transports hier à leur descente d'avion aux environs de 3 heures du matin. Parmi eux se trouvait en effet le tout nouveau secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA, organisation qui regroupe 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et qui vient pour la toute première fois en 36 ans d'existence d'élire à ce poste important un représentant d'un pays enclavé à l'issue de son assemblée générale tenue du 2 au 4 octobre dernier à Kinshasa en RDC. C'est la première fois qu'un pays sans littoral, c'est-à-dire qu'un pays de l'interland, c'est-à-dire qu'un pays qui n'a pas accès à la mer, vient d'être élu à ce poste.
c'est extrêmement important. Et au premier tour, je crois que c'est un honneur pour le Niger. Adam Saleh Abdraman a été élu au premier tour avec 9 voix contre 4 et 3 pour ses 2 challengers. C'est un réel sentiment de fierté pour le Niger. Nous avons démontré que le Niger, même s'il est un pays enclavé, il regorge de compétences, il regorge de ressources humaines qui peuvent faire face à tous les défis auxquels les conseils des chargeurs peuvent être confrontés. Très ému de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, le nouveau secrétaire général de l'UCC a entre autres présenté sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu, particulièrement les plus hautes autorités pendant les 4 mois qu'a duré la campagne. Cette victoire, je la dédie au peuple nigérien tout entier. Et en fait, à travers ma modeste personne, donc notre pays, le Niger, vient de conquérir une responsabilité internationale de premier plan. J'invite en fait tous les hauts fonctionnaires de l'État du Niger à avoir en tout cas l'audace, à prendre l'initiative pour conquérir des responsabilités à l'international. Il y va en tout cas du rayonnement de notre pays à l'extérieur et je pense que les autorités nigériennes qui ont soutenu ma candidature peuvent compter sur moi pour assumer ces responsabilités avec dignité et courage. Il faut retenir qu'Adam Saleh Abdraman occupe le poste de directeur de la promotion et d'assistance des chargeurs au Conseil nigérien d'utilisateurs de transport CNUT et qu'à l'issue de l'Assemblée générale de l'UCCA, le Niger a passé le témoin de la présidence de l'organisation qu'il occupait depuis 2011 à la RDC avec un sentiment de mission accomplie. Et comme annoncé en début de journal, nous avons une invitée sur ce plateau. Il s'agit de Mme Sambou Restidatou Gakoy. Elle est la directrice commerciale et marketing Sahelcom. Bonsoir Madame la directrice et merci d'être sur ce plateau. Et quelle information Sahelcom vient porter à la connaissance de la population? Merci Madame pour l'occasion que vous nous offrez de pouvoir partager avec l'ensemble de nos abonnés le tarif exceptionnel et une grande première dans le domaine de la téléphonie mobile. Donc à partir de demain, mercredi 9 octobre, Sahelcom donne la possibilité à l'ensemble de ses abonnés de pouvoir communiquer à 1 franc la seconde vers tous les réseaux du Niger. Et quelle est la particularité de cette offre? La particularité de cette offre, c'est que d'abord, ce tarif est accessible à tous. C'est sans distinction de catégorie. Vous ne payez rien pour souscrire. Il n'y a aucune instruction pour la souscription. Et en plus, pour ce qui concerne ce choix, nous avons choisi ce tarif parce que nous considérons que les abonnés le méritent. Sahelcom, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile nationale, a choisi pour vous ce tarif parce que nous savons que elle convient à l'ensemble des abonnés de façon très particulière. Surtout en ces temps de veille de fête de Tabaski où l'ensemble de nos abonnés ont besoin de communiquer avec leurs proches. L'autre particularité, c'est que, il vous souviendra, il y a quelques mois de cela, Sahelcom avait lancé une opération de forfait illimité en appel, en SMS et en Internet. C'est des tarifs qui sont très compétitifs sur le marché de la téléphonie mobile nigérienne. Et en cela, nous voulons rappeler à l'ensemble de nos abonnés que ces tarifs continuent à exister et qu'ils peuvent continuer à utiliser ces forfaits illimités. Mais pour l'heure, qu'ils retiennent que ce que nous voulons leur communiquer aujourd'hui, c'est que dès demain, le tarif sera à 1 franc la seconde vers tous les réseaux du Niger. Et Madame la directrice, quelles sont les perspectives de votre réseau Sahelcom? Les perspectives, elles sont nombreuses. Parmi lesquelles il y aura dans les prochaines semaines à venir le projet de la bourse scolaire. Pourquoi le projet de la bourse scolaire? Parce que d'abord, nous considérons Sahelcom encourage l'excellence dans l'éducation. Et aussi parce que nous proposons à l'ensemble des Nigériennes et des Nigériens de pouvoir continuer leurs études supérieures. Et aussi parce que c'est un volet que prend le programme spécial du président de la République à travers le projet de Renaissance. Pouvez-vous nous parler un peu de votre couverture réseau? Je rassure l'ensemble de nos abonnés que Sahelcom couvre l'ensemble du territoire nigérien.
que ce soit les chefs-lieux de région, les 8 régions du Niger, jusqu'au niveau de l'intérieur du pays, jusqu'à 30 km à la ronde, Sahelcom est couverte. Un mot de la fin. En tout cas, ce plateau ne nous suffira pas pour pouvoir remercier l'ORTN, pour pouvoir remercier l'ensemble de nos abonnés pour la confiance qu'ils continuent à nous prodiguer et aussi la fidélité. Et je suis sûre qu'avec le tarif de 1 franc à la seconde vers tous les réseaux du Niger, beaucoup d'abonnés vont nous rejoindre bientôt. Pourquoi est-ce que l'ensemble de nos abonnés vont nous rejoindre? Parce qu'on trouve qu'il n'y a pas mieux que ce tarif. Merci Madame la Directrice et merci d'être sur ce plateau. Merci. Voilà, nous venons de recevoir Madame Sambo Restidetou Gakoy, Directrice commerciale et marketing à Sahelcom. Suite de cette édition, la validation du plan d'action du programme pays CEPAP Niger PNUD pour la période 2014-2018. Objet d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin. Le principal objectif de cet atelier, dont l'ouverture officielle a été présidée par le secrétaire général du ministère du Plan et du Développement communautaire, et de finaliser le processus de formulation du CEPAP et de créer les conditions de réussite de sa mise en œuvre. Mariam Dakou et Hamidou Abdellah. Échanger, amender et enrichir le rapport provisoire du plan d'action du programme pays Niger PNUD de 2014 à 2018, c'est le principal but de cet atelier. Il s'agira ainsi de prendre note des directives et orientations du gouvernement et des responsables du PNUD, mais aussi de formuler des recommandations immédiatement valorisables dans le cadre de la finalisation des documents et pour une mise en œuvre basée sur des piliers clairs et aidants pour toutes les parties prenantes. Très souvent, on a des documents où on n'a pas d'indicateurs pertinents, donc on ne pourra pas évoluer de manière appropriée. Je voudrais vraiment vous inviter à une lecture franche et sans complaisance pour échanger, amender, internaliser le document tout en cherchant à finaliser le cadre de résultats et de ressources. Regarder la faisabilité du système de suivi et évaluation, s'accorder sur les modalités de mise en place tout en veillant au respect des principes clés dont j'ai rappelé certains, c'est-à-dire recherche de résultats durables, impact durable au bénéfice des populations, recherche d'effets de levier, de synergie et de mobilisation de ressources et de partenariats stratégiques, redevabilité des partenaires, transparence dans la gestion et partage des connaissances et communication autour des résultats de développement. Tout en se félicitant du dynamisme du partenariat liant le Niger au PNUD, le secrétaire général du ministère en charge du plan a exhorté les participants à des réflexions pertinentes. Le coût total du CEPAP 2014-2018 qui sera mis en œuvre selon des stratégies de partenariat, de communication et de gestion bien définies, ainsi qu'un mécanisme de suivi et évaluation approprié, est de 95 millions de dollars. Je vous invite donc à procéder sans complaisance à des échanges fructueux pouvant améliorer de manière significative le cadre de coopération entre le Niger et le programme des Nations Unies pour le développement pour la période 2014-2018. La résilience et la gouvernance paix, sécurité sont donc les deux principaux axes sur lesquels reposera ce programme. Le secrétaire général du ministère en charge de la culture a présidé ce matin à Niamey la réunion de concertation sur les projets de texte dans le cadre du renforcement des politiques et industries culturelles. La synthèse avec Khadija Zada et Mohamedou Adam. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO relative à la promotion et à la protection de la diversité culturelle, l'Organisation internationale de la francophonie OIF et le gouvernement du Niger ont signé une convention cadre d'appui aux politiques et industries culturelles. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités du gouvernance du ministère en charge de la culture, la professionnalisation des artistes et entrepreneurs culturels et l'évolution des processus participatifs ainsi que le désenclavement de la culture sur le plan social, financier et politique pour sa valorisation et son développement. La présente réunion de concertation est une nécessité et s'impose
dans le calendrier que nous avions avec l'OIF. Donc, 3 jours durant, les représentants des associations du secteur de la culture, les membres de la cellule de coordination du programme d'appui au renforcement des politiques et industries culturelles, les cadres de l'administration centrale du ministère en charge de la culture et des personnes ressources vont examiner et valider les projets de texte soumis à leur appréciation, à savoir le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 209/24 du 3 novembre 2009 portant loi d'orientation relative à la culture, le projet de décret fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la culture et des arts, le projet de décret portant approbation des statuts de la Bibliothèque nationale du Niger. Il faut enfin préciser que cette réunion de concertation sur les projets de texte qui durera 3 jours entre dans le cadre du renforcement des politiques et industries culturelles par DIC 2013. Ouverture ce matin dans les locaux du Conseil national de l'environnement pour un développement durable des travaux de l'atelier de validation des études de la plateforme sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'agriculture. C'est le secrétaire exécutif du CNEDD qui a présidé l'ouverture des travaux, Khadija Zada et Mohamedou Adam. Cet important outil de partenariat entre les structures qui est la plateforme sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'agriculture constitue l'une des initiatives majeures en cours au Niger en matière de renforcement de prise de décision à travers le dialogue entre les décideurs et les chercheurs. Le changement climatique et ses effets sur l'Afrique en général et sur le Niger en particulier ne sont plus à démontrer. Pour les cas spécifiques du Niger, en ce qui concerne l'agriculture, les impacts futurs potentiels des changements climatiques seront une dégradation physique et chimique des sols entraînant une diminution de la productivité agricole et des ressources végétales et fourragères, une réduction du cycle de croissance du mil de 2 à 3 jours à l'horizon 2020 et de 4 à 5 jours à l'horizon 2050, une baisse des rendements des principales cultures céréalières, mil, sorgho, souchet et nibé, allant de 4,6% à 13%, par exemple le mil, selon le modèle. Un arrêt total de la production de blé, une dégradation des ressources ligneuses, une exacerbation de l'exode rural entraînant le déplacement de nombreux villages vers le sud, une urbanisation désorganisée et insécurisée dans les villes, etc. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, des événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, températures extrêmes, prévus pour être de plus en plus fréquents et intenses, et la perturbation des cycles des saisons de pluie qui surviendront auront à l'avenir des effets négatifs sur la production alimentaire et sa disponibilité. Pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques à court, moyen et long terme, le Niger a entrepris plusieurs actions concrètes. La ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, la réforme du cadre stratégique, institutionnel et juridique de gestion de l'environnement afin d'y intégrer la question des changements climatiques, l'état des lieux sur la problématique du changement climatique, ainsi que des propositions d'action en vue d'atténuer les effets et adapter les secteurs socio-économiques clés. L'appui de la plateforme sera un atout important pour que cette volonté politique du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, se traduise en actes qui permettent une meilleure protection des vies et des biens des populations du Niger. Au cours des 2 jours de travaux, les participants à cet atelier de validation des études de la plateforme sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'agriculture auront à valider 4 documents relatifs à la plateforme. Convention de Genève de 1864 à nos jours, avancées et défis pour la protection des victimes de conflits. Tel est le thème d'une conférence organisée par la Faculté des sciences économiques et juridiques de l'Université de Niamey en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Peu après cette conférence, un concours de plaidoirie sur un procès fictif sur le droit international humanitaire entre des équipes regroupant les étudiants en droit de l'Université de Niamey. Le résumé avec Moussa Hamani et Issa Issa. Le Comité international de la Croix-Rouge célèbre aujourd'hui 150 ans d'action humanitaire.
un siècle et demi d'action au profit des victimes des conflits dans le monde. Une mission de protection humanitaire qui cadre avec le thème de cette conférence, dont le principal initiateur est la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge du Niger. Il est intitulé « Les conventions de Genève de 1864 à nos jours, avancées et défis pour la protection des victimes de conflits ». Donc dans cette conférence, nous avons mis en évidence les fondements des conventions de Genève avec leur préoccupation de garantir un certain nombre de standards en matière de respect des droits de l'homme, même au cours du déroulement des conflits armés. Nous avons également vu que ce droit, donc à travers les conventions de Genève, s'est caractérisé par un élargissement de son champ d'application, puisqu'à l'origine, les conventions ne concernaient que le personnel militaire pendant le déroulement des hostilités. Par la suite, il a étendu son champ d'application aux personnes civiles qui pouvaient être victimes des conflits armés. Il a de particulier cette année qu'il coïncide avec les célébrations du 150e anniversaire de l'action humanitaire, et le CICR souhaitait lier à la fois le droit international humanitaire et la réalité de l'action humanitaire sur le terrain. Cette rencontre, c'est également la 8e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire, DIH. Une compétition qui oppose cette année l'équipe lauréate de 2012 et la finaliste de 2011. Une très belle initiative et un véritable challenge que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, a salué tout en souhaitant qu'il se déroule dans le respect des règles de l'art. Et devant ce conflit fictif qui se déroule dans un pays fictif et un continent fictif, nos juristes en herbe nous ont gratifiés d'une très belle plaidoirie où la maîtrise des techniques oratoires combinées au respect du sujet et des règles de la justice était au rendez-vous. Et ceci devant un public attentif car convaincu. Début ce matin à l'hôtel Ténéré de Niamey de la première journée d'échange de concertation entre l'unité d'action syndicale du Burkina Faso et l'intersyndicale des travailleurs du Niger. L'objectif de cette rencontre est de partager les expériences afin de poser les bases d'un partenariat sincère et fructueux entre ces deux structures. Mariam Dakou et Issoufou Samaïla pour les détails. Traduire dans les faits leur volonté commune de s'organiser pour une meilleure efficacité des luttes au bénéfice de l'ensemble des travailleurs regroupés au sein des deux structures syndicales, à savoir l'intersyndicale des travailleurs du Niger et l'unité d'action syndicale du Faso. C'est ce qui a motivé la tenue des présentes assises. La cérémonie qui nous réunit ce jour sera le point de départ d'une coopération entre intersyndicales partageant les mêmes valeurs et exerçant sur un espace communautaire où les textes régissant le monde du travail renferment des similitudes qui ne résultent pas du simple hasard, mais de l'hégémonie des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers, parfois en déphasage avec nos réalités socio-économiques. Ce tableau peu reluisant des mondes du travail toujours plus précaires, couplé à une crise économique dont l'écho se fait encore sentir à l'échelon mondial, a suscité de la part de nos deux structures syndicales la volonté de tendre vers une coopération basée sur l'échange d'informations, d'expériences, de solidarité et d'entente mutuelle. Ainsi, le secrétaire général de la CGTB, président du mois des centrales syndicales du Burkina Faso, a émis le vœu que cette première rencontre soit le début d'une bonne et franche collaboration. Votre initiative de la présente rencontre suscite en nous un espoir. L'espoir que nous puissions aller vers un cadre d'échange et de partage régulier. D'une part, sur les réalités de l'action syndicale pour la défense des intérêts des travailleurs et des peuples de nos deux pays, et d'autre part, sur les meilleures formes d'unité de lutte de nos organisations pour leur apport incontournable
à l'écriture des pages de l'histoire de chacun de nos deux pays. Un protocole d'accord entre l'unité d'action syndicale du Faso et l'intersyndicale des travailleurs du Niger sera signé à l'issue de ces discussions. 5,333 kg de cocaïne en provenance du Brésil via Lomé et en destination d'un pays voisin ont été saisis le 3 octobre dernier aux environs de 17 h sur un passager. Ce dernier et deux de ses complices, tous de nationalité étrangère, ont été interpellés par la police. La drogue d'une valeur de 320 millions de francs CFA se trouvait dans des pièces détachées, des cylindres précisément. Le trafiquant et la drogue ont été présentés cet après-midi à la presse au niveau du centre de coordination de la lutte anti-drogue. Je vous propose de suivre les explications de Adili Toro, chef service central information, relations publiques et sport à la DGPN. Voilà la police nationale à travers le centre de coordination de lutte anti-drogue a procédé le 3 octobre dernier à l'interpellation d'un individu de nationalité étrangère au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey sur la base de certaines informations qui nous ont été parvenues. Dans un premier temps, nous avons procédé à la fouille des bagages du monsieur. Rien n'a été retrouvé. Avec une réquisition, nous sommes transportés au niveau de l'hôpital national de Niamey pour la radiographie de l'estomac. On n'a rien trouvé aussi à ce niveau. Le scannage aussi n'a rien donné. Et une fois de retour à la base, nous avons jugé utile de vérifier encore une fois de plus les 3 sacs de cet individu. Et ces 3 sacs que vous avez vus de vous-même contenaient des pièces détachées. Et ce monsieur avait quitté le Brésil via Lomé pour le Niger avec l'intention d'acheminer la marchandise dans un pays voisin. Ce qui a attiré l'attention des éléments de la cellule antidrogue est le suivant. Les pistons ne correspondaient pas du tout au cylindre. Raison pour laquelle nous avons fait appel à un spécialiste, donc plus précisément un garagiste, qui, après avoir scié les 5 cylindres, nous avons retrouvé à l'intérieur de ces cylindres de la poudre blanche. Après une analyse, le résultat a confirmé que cette poudre blanche n'est que de la cocaïne. La quantité de cette cocaïne est de 5,333 kg, qui équivaut à une somme de 320 millions de francs CFA. Ces gens, au fait, ils sont au nombre de 5. Le premier, je vous ai déjà dit qu'il a été interpellé au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le second a été pris grâce à un message radio au niveau de la police départementale de Konni, que nous tenons à saluer au passage. Et les 3 autres sont en cavale et nous sommes toujours à leur poursuite. Et plaise à Dieu, nous finirons par mettre la main sur ces derniers. Je profite de vos micros aussi pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population nigérienne pour que ces derniers puissent nous prêter main forte afin que nous puissions mener à bien notre mission de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Le secrétaire général de la région de Niamey, Abba Doussou, a procédé aujourd'hui au lancement des opérations d'état des lieux de bonification et d'assainissement des banques céréalières dans la région. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller spécial du Premier ministre Mohamed Goni Boulama, des maires et de plusieurs invités. Compte rendu Abba Moussa Atouman et Issoufou Samael. L'objectif de cette rencontre est entre autres d'informer et de sensibiliser les autorités régionales, départementales et coutumières, les élus locaux, les services techniques et les promoteurs des banques céréalières sur la création du groupe de travail ad hoc sur la bonification et l'assainissement des banques céréalières et ses objectifs, de définir et de préciser les responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre des opérations d'état des lieux, de bonification et d'assainissement des banques
initié une campagne de communication en direction des acteurs sur le processus d'assainissement des banques céréalières à travers les organes de presse locaux et les radios communautaires. En procédant au lancement des activités du groupe de travail, le secrétaire général de la région de Niamey a notifié que sa région renferme plusieurs banques céréalières devant permettre aux populations de faire face à leurs besoins d'alimentation durant la période de soudure et d'activités de production agro-pastorale. Cet outil de sécurité alimentaire à la base, a souligné Abba Doussou, s'est renforcé davantage dans la région avec le programme de renaissance du Niger du président de la République. L'assainissement des banques céréalières, a-t-il ajouté, requiert beaucoup de moyens humains et financiers. C'est pourquoi il a demandé aux participants d'inscrire au cahier de charges de leur structure la mise en œuvre de ce vaste programme. Abba Doussou a également engagé les membres des cadres de concertation régionale en matière de sécurité alimentaire d'envisager très rapidement le financement d'une opération test du type de celle financée par le PAC 2 afin que la méthodologie et les leçons tirées puissent servir à la généralisation de l'opération à l'ensemble des banques céréalières de la région. Auparavant, le conseiller spécial du Premier ministre, M. Mahaman Goni Boulama, s'est beaucoup appesanti sur les missions du groupe de travail ad hoc avant d'inviter les participants à prêter le maximum d'attention aux présentations qui seront faites au cours de cet atelier, de participer activement et positivement aux échanges afin de mieux comprendre les enjeux et de contribuer à la formulation de propositions et recommandations devant permettre une mise en œuvre efficace du programme d'état des lieux, d'assainissement et de bonification des banques céréalières dans la région de Niamey. Cérémonie de lancement hier à Agadez de la semaine de l'Internet en région. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région en présence du directeur de développement des activités régionales de la Sonitel et de nombreux invités. Les détails avec Ibrahim Soumaïla et Malik Abdrahman. Au vu de la position stratégique de la région d'Agadez, aussi du point de vue minier, touristique et culturel, pour notre pays, la Sonitel a jugé utile de doter la région d'Agadez d'une capacité de connexion à Internet suffisante, facilitant ainsi le développement des affaires et le bien-être social de la population. En effet, la semaine d'Internet est un événement majeur qui s'inscrit dans le cadre du développement des activités de la Sonitel en région. C'est la maison des jeunes de la culture d'Agadez Laya qui a servi de cadre pour le lancement de cette activité. Une cérémonie qui a enregistré, outre la présence du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou, le secrétaire général de la région d'Agadez, Brema Zulkalein Meiga, l'honorable sultan de l'Aïro, Oumarou Ibrahim Oumarou, le maire de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Feltou, le représentant du conseil régional, les préfets et les abonnés de la Sonitel. Le discours de lancement de cette activité a été prononcé par le directeur de développement des activités régionales de la Sonitel, qui a déclaré que la Sonitel a signé un contrat visant à prolonger la fibre optique de Tawa à la frontière algérienne en passant par Agadez, Tirozérine et Arlit. Le financement de cette activité ayant été déjà bouclé. M. Boubacar Issoufou Jibo de préciser que l'exécution de ce projet dans la région d'Agadez, à l'image des autres régions, permettra la redistribution des richesses tout au long de l'itinéraire avec le recrutement de la main-d'œuvre locale sous forme de cash for work et de faire de notre pays un leader actif des télécommunications en Afrique. Pour d'amples précisions, suivant les explications de Issoufou Boubacar Jibo. L'objectif principal, c'est de relancer les activités vraiment de l'Internet dans la région d'Agadez. On a connu un petit moment de perturbation, Dieu merci, par vraiment la persévérance de l'ensemble, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Nous avons améliorer cette capacité permettant vraiment de rendre plus fluide le trafic, et cette activité est une activité courante. Donc dans les activités même de la direction de développement des régions, nous avons saisi cette opportunité justement pour relancer les activités parce qu'on a constaté un petit relâchement de nos clients face à quelques perturbations qu'on a eu à connaître par le passé. Dieu merci, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, le trafic est devenu suffisamment fluide au point vraiment de pouvoir les ressaisir et les ramener à toucher des doigts. Donc cette amélioration est reconsidérer vraiment leur position par rapport à la santé. Certains abonnés présents à la cérémonie donnent leur avis.
J'ai visité le cyber de la Sonitel. La connexion était vraiment rapide. Bon, j'encourage la Sonitel qui est avant tout notre société nationale. Je me suis bien connecté et je trouve que c'est très rapide. Nous sommes très contents que la Sonitel nous donne l'Internet au début à Agadez. Peu après la cérémonie, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a donné le clic du lancement de cette activité. Ce mardi d'un atelier de validation du rapport provisoire de l'étude environnementale et sociale, le projet de création d'une zone franchie à Dosso, c'est le conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable qui a donné le coup d'envoi des travaux en présence du secrétaire général de la région. Compte rendu Issa Saleh et Habib Garba. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de la région de Dosso, M. Sani Abdoulaye, qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction de l'organisation de cet important atelier dans la région de Dosso, au conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, le colonel Adamou Abdou, de prendre la parole pour, d'une part, au nom du ministre empêché, féliciter et encourager le promoteur du projet de création d'une zone franche à Dosso, se conformant ainsi aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'études d'impact environnemental et social pour la mise en œuvre du projet de développement dans notre pays. Le projet de création d'une zone franche à Dosso, dira le colonel Adamou Abdou, a pour objectif essentiel de promouvoir le développement de l'économie nationale en vue d'améliorer le niveau de vie des populations de manière spécifique. D'autre part, ce projet vise la création de 1080 emplois dans les 2 premières années, dont 826 permanents, la réduction de la dépendance du pays et l'abaissement des coûts de transport, la mobilisation des investissements directs étrangers, l'amélioration du niveau des équipements et des infrastructures du pays, la création d'une synergie dans la gestion de l'environnement, le transfert des compétences et le développement des ressources humaines pour ne citer que cela. Le conseiller technique du ministre de l'Environnement, de la salubrité publique et du développement durable nous compare ici l'importance du projet et les impacts négatifs qui en découleront de ce dernier. L'importance de ce projet du fait de nombreux avantages et opportunités liés à sa réalisation ne doit pas nous faire perdre de vue les impacts négatifs qui découleront de sa mise en œuvre. Aussi, pour atténuer ces impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain, des mesures à mettre en œuvre par le promoteur du projet ont été prévues par l'étude d'impact dont le rapport vous est soumis. Je vous invite à vous y pencher avec toute l'attention nécessaire afin d'évaluer leur pertinence ainsi que l'opportunité de leur mise en œuvre pour le bien des populations concernées. Notons qu'auparavant, le colonel Adamou Abdou, en compagnie du chef de ce projet, du consultant national, en présence du secrétaire général de la région, a effectué une visite sur le site réservé à la création de la zone franche à Dosso, où le consultant Bachir Chefou a expliqué le mobile du choix de ce site dans la région de Dosso, se trouvant notamment dans la commune urbaine de Dosso. Maradi abrite depuis ce matin un atelier d'information sur le projet Initiative pour l'accélération des objectifs du millénaire pour le développement. C'est le gouverneur de la région qui a présidé l'ouverture des travaux en présence du vice-président du conseil régional et plusieurs autres personnalités. Cette rencontre des 3 régions du pays est la manifestation concrète d'un combat en faveur des enfants. Compte rendu Ibrahim Hassimso et Maman Oumar. C'est une rencontre d'information sur le projet Initiative pour l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire, IAOMD, particulièrement l'OMD 1C. Et également sur la stratégie de la prévention de la malnutrition chronique qui vient d'être validée par le ministère de la Santé publique. En d'autres termes, le projet en tant que tel va constituer la modélisation de cette stratégie dans ces 3 régions afin de tirer des leçons et assurer ainsi sa mise en œuvre sur l'ensemble du pays. L'objectif visé à travers cet atelier est de permettre une compréhension commune des modalités de mise en œuvre ainsi que ces mécanismes de coordination et de suivi et évaluation. Le vice-président du conseil régional a remercié les participants d'être venus et les organisateurs pour l'attention particulière
accordée à la santé des jeunes enfants. Pour sa part, le gouverneur de la région qui présidait les travaux s'est dit réjoui pour le choix de Maradi et pour l'engagement pris par le Niger de ratifier la convention relative aux droits des enfants et particulièrement la lutte contre la malnutrition chez ces derniers. La situation nutritionnelle, a dit Amadou Babal, est toujours précaire, mais demeure une grande préoccupation des autorités de la 7e République à cause de la prévalence très élevée des diverses formes de cette malnutrition. Le présent atelier est éminemment pertinent pour permettre aux acteurs que vous êtes de regarder les réalités en face et de réfléchir sur les moyens, mais aussi les actions collectives et individuelles qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la qualité de la prise en charge globale des enfants. Il constitue un cadre privilégié d'échange sur les principales préoccupations liées au renforcement des capacités de surveillance et de riposte à la malnutrition. C'est vous dire que cet atelier revêt une importance capitale. C'est d'autant plus qu'il s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure maîtrise des actions tendant à l'atteinte des OMD. Le gouverneur Babale a aussi souhaité que le débat qui va s'en suivre soit des plus enrichissants, mais aussi une occasion de convaincre que tout n'est pas perdu et les enfants pourront être sauvés. Maradi toujours, atelier de formation des formateurs sur le socle de protection sociale des acteurs de la région. C'est le secrétaire général du gouvernorat qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux en présence des représentants des élus locaux. Compte rendu Ibrahim Hassoumso et Sanusi Garba. C'est sur la base des valeurs nationales de solidarité, des principes d'équité, de justice sociale et de droits des citoyens que le gouvernement de la 7e République a adopté la politique nationale de protection sociale dont la mise en œuvre fait son bout de chemin à travers entre autres ces genres de formation. Avec l'aide de ses partenaires, l'État déploie d'importants efforts pour la mise en œuvre de cette politique nationale. Et ceci pour un soutien aux populations dans leur quête quotidienne d'amélioration de leurs conditions d'existence. C'est en tout cas ce qu'a dit le secrétaire général du gouvernorat de Maradi, qui a ensuite fait un étalage des cas d'assistance. Moussa Ibrahim a dit à ses futurs membres du pool de formateurs sur le socle de protection sociale que c'est sur eux que repose la responsabilité d'explorer, de prospecter les créneaux porteurs sur lesquels la région de Maradi se base pour la mise en œuvre efficiente de cette politique. Une garantie a été donnée pour l'accompagnement des services techniques de l'État. Pour le coordinateur de Protexo, c'est une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale et qui permet en même temps de doter les régions de compétences dans le domaine. Nous, organisations de la société civile, nous nous sommes engagés à appuyer, à accompagner les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions de protection sociale dans nos différentes régions. C'est vrai, cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement, mais nous voulons, de par notre expérience et d'expertise au niveau national et international, amener à l'élaboration et à l'adoption d'une loi de protection sociale au Niger. Nous avons déjà, avec le partenariat avec l'Assemblée nationale, donc la Commission nationale, élaboré un certain nombre de textes pour permettre au moins d'adopter. Et comme vous le savez, la politique nationale de protection sociale adoptée par le gouvernement le 16 septembre 2011 repose sur 5 axes majeurs. Au sortir de cette formation, qui durera 2 jours, financée par Oxfam et organisée par Protexo, les 25 participants seront investis de la qualité de formateurs chargés d'assurer la maîtrise et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection sociale. Cérémonie de remise de diplômes suivie de prestations de serment hier à Maradi aux élèves et étudiants de l'Institut pratique de santé publique IPSP admis à l'examen unique de certification en santé session 2013. Compte rendu Moussa Jariri et Maman Oumar. Cette cérémonie qui concerne les agents de santé de base et les infirmiers diplômés d'État ayant fréquenté l'Institut pratique de santé publique IPSP a enregistré la présence de l'administration et du corps professoral de l'Institut, des parents et amis des récipiendaires,
ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires de la région. IPSP se hisse au premier rang des écoles et instituts de santé de la région de Maradi. À titre illustratif, sur les 33 candidats de la section agents de santé de base qu'il a présentés aux examens de certification en santé, session 2013, IPSP a enregistré 24 admis, soit un taux de réussite de 72,72%. Mieux encore, avec une note de 15,82, Hadizatou Abdoulaye Malan Sidi de l'IPSP est première du centre de la région de Maradi, ce qui constitue un motif de satisfaction et de fierté pour l'administration, le corps professoral et le fondateur de l'IPSP. Depuis l'institution de l'examen de l'État en santé il y a 3 ans, l'IPSP de Maradi a toujours eu des résultats très satisfaisants, à savoir, comme cela s'est déroulé à Agadez, pour la première session, je veux dire la session 2011, l'IPSP Maradi a été classé premier dans la région de Maradi. Pour la deuxième session, la session 2012, ça veut dire au deuxième examen d'État en santé, l'IPSP a encore été classé premier de la région de Maradi. Je ne me fatiguerai pas de le dire encore, pour la troisième session, la session 2013, autrement dit le troisième examen d'État en santé, l'IPSP a encore et encore été classé premier dans la région de Maradi. Nous profitons de cette occasion pour informer nos étudiants et leurs parents que tous ceux qui ont obtenu à l'examen d'État la note de 12 sur 20 ou plus, la direction générale de l'IPSP les a offert une bourse gratuite d'études pendant 1 an. Aussi, dans un sursaut de générosité et dans le souci de faire toujours mieux et de récompenser les méritants, IPSP a décidé de décerner des témoignages de satisfaction aux agents et partenaires qui ont contribué à l'atteinte de ce résultat. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec une totale discrétion privée. Ils me seront confiés et tous les secrets de ma famille que la pratique de mon service me ferait connaître. Des faits et des gestes qui illustrent parfaitement le slogan qui dit qu'à l'IPSP, on ne se contente pas d'être bon, mais d'être les meilleurs. Le gouverneur de la région de Tawa a présidé vendredi dernier la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier de restitution de l'étude de bilan de 20 ans du code rural. C'était en présence des autorités administratives et coutumières. Compte rendu Hawa Mamoudou et Yazirabio. Après 20 ans d'adoption de la loi foncière fixant les principes d'orientation du code rural, les enjeux fonciers demeurent toujours importants, en particulier pour la sécurité alimentaire et la paix sociale. 3 allocutions ont sanctionné cette cérémonie, après celle du bienvenu du président du conseil de ville de Tawa et du représentant du ministre de l'élevage. Le gouverneur de la région de Tawa s'est dit réjoui de la présence des différents acteurs concernés par la question du code rural. À l'issue de cet atelier seront adoptées des recommandations pertinentes qui, en un point douté, constitueront la contribution de la région de Tawa, a ajouté Salif Baroum. C'est pourquoi, au terme de son allocution, il dira que le code rural, après 20 ans de mise en œuvre, nécessite une certaine réadaptation pour tenir compte du nouveau contexte national. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a remis ce matin à son siège un chèque d'un montant de 11 622 500 francs CFA à l'heureux gagnant du quintet de la journée 275, correspondant au mercredi 2 octobre 2013. Résumé, Moussa Mani et Issa Issa. La Loterie nationale du Niger, toujours de nouveaux heureux gagnants ou de nouveaux multimillionnaires. Des multimillionnaires qui viennent majestueusement réceptionner leur chèque des mains des responsables de cette entreprise. C'est l'exemple de M. Laouli Moussa, résident à Niamey, qui a remporté la somme de 11 622 500 francs CFA, devenant ainsi le 402e gagnant multimillionnaire de l'année 2013. Monsieur Laouli Moussa est le 402e gagnant multimillionnaire de l'année 2013. Il est le 33e des cas millionnaire, c'est-à-dire plus de 10 millions de cette année. Il a été déclaré gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée du quintet de la journée 275
correspondant au mercredi 2 octobre 2013. La valeur de son lot est de 11 622 500. J'ai l'honneur de vous remettre ce gros lot du montant de 11 622 500. Et par ma voix, la directrice générale de la Loterie nationale du Niger et l'ensemble du personnel de la loterie vous en félicite et vous en souhaite un très bon usage. L'heureux récipiendaire a exprimé sa joie et sa gratitude à cette entreprise qui a fait de lui un multimillionnaire. Sport, dans cette édition, la Fédération nigérienne de football organise depuis lundi dernier à Maradi une série de formations destinées aux dirigeants de foot au niveau des régions d'Agadez, Difa, Maradi, Tawa et Zender. Précision, Adin Al-Galas et Imran Idrissa. Il s'agit des formations en licence plus, le TMS, le recyclage des commissaires de match destinés aux présidents des ligues régionales, leurs secrétaires généraux, les présidents des clubs et leurs secrétaires généraux. Ils viennent des régions d'Agadez, Difa, Maradi, Tawa et Zender. Une autre formation dite formation initiale est destinée aux arbitres de la région de Maradi. Au total, 5 modules seront enseignés au cours de cette formation qui concerne également les délégués des clubs des régions précitées. Il s'agit pour la FENIFOOT de mettre à jour tous les acteurs du football nigérien et ceux conformant à son option d'intégrer le Niger dans les nations du football qui gagnent. Et l'on peut dire aujourd'hui sans risque de se tromper que la démarche est payante au vu notamment des différentes prouesses de notre football. Aussi est-il nécessaire de poursuivre toutes les actions amorcées dans le cadre de la redynamisation et le renforcement des capacités de tous les acteurs afin de maintenir les acquis et poursuivre les performances de notre football qui par ailleurs bénéficie d'un soutien politique conséquent au plus haut niveau. Le secrétaire général adjoint de la FENIFOOT a fait remarquer aux participants tous ces aspects qui réconfortent l'exécutif de l'instance footballistique du Niger dans sa politique de rayonnement et la pratique de ce sport au profit des pratiquants. Issa Yamfouré a ainsi cité l'objet des différents modules que comportera la présente formation. Il a indiqué que l'importance de ces modules résulte déjà dans la redynamisation de la commission centrale des arbitres avec une direction de l'arbitrage qui a en charge la formation et le renforcement des capacités des arbitres. Le deuxième module destiné aux commissaires des régions permettra à la commission centrale des compétitions de circonscrire le nombre de commissaires de match pour la saison en cours. Il expliquera également que le module 3 résulte d'un programme de la FIFA pour 50 pays dont le Niger qui ont bénéficié depuis 3 ans de la licence magnétique. Ce module concerne les secrétaires généraux des ligues et ceux des clubs chargés notamment des enregistrements des licences. Il constitue à ce titre le groupe cible qui aura une formation sur le programme de transfert de joueurs dans la plus grande transparence. Ce système protège les joueurs et les associations dans le cadre des transferts. Du reste, la FENIFOOT a d'ores et déjà balisé tous ces terrains par des textes sur lesquels l'on a travaillé 2 ans durant. Le directeur régional de la jeunesse et des sports s'est félicité de la présence des régions concernées et a salué l'initiative de la FENIFOOT qui s'inscrit dans les objectifs poursuivis par le ministère de tutelle. Le président de la Ligue régionale El Hadji Rabé se réjouit du choix de Maradi pour abriter cette formation. Et le premier vice-président du conseil régional Mohamed Siraj Moussa, qui présidait la cérémonie, s'est également réjoui du choix de Maradi pour rappeler ses potentialités, ses performances en matière de football, illustrées par la dernière prouesse qui a permis à la région de gagner la Coupe RTL Jeune Talent de football. La première édition de la Coupe nationale de TGV, tournoi de grandes vacances football, regroupant les 8 équipes championnes de leurs régions respectives, se poursuit à Tawa. Voici en résumé les différentes rencontres ayant eu lieu avec notre envoyé spécial Youssouf Kodo sur les images de Yazir Abiou. Dans le groupe A, Tilaberi en rouge joue contre Difa en bleu. Ça parle beaucoup plus que ça joue. C'est dans ce brouhaha que Difa a réussi à ouvrir la marque dès la 15e minute par Maman Lawan. Par la suite, Difa va obtenir un penalty suite à un fauchage sur Maman Lawan Yaou par Abdelaziz Jibo de Tilaberi et carton rouge. Askarami Housseni Isaka, sans trembler, transforme.
Difa 2, Tillabéri 0. En sous-nombre, Tillabéri en rouge ne prête pourtant pas le flanc. Et les Tillabériens vont revenir au score de fort belle manière par le truchement de Ibrahim Ali ayant hérité d'un bon ballon, fruit d'un travail collectif. Difa 2, Tillabéri 1. Décidément, Tillabéri va persister et va réussir un deuxième but tout aussi bien conçu. Consécutivement à ce coup franc, vous allez le voir, le meilleur buteur, Ibrahim Ali, bien positionné. Tillabéri 2, Difa 2. Ibrahim Ali, un buteur en herbe qui marque à chaque rencontre. Pour l'instant, meilleur scoreur avec 3 réalisations. Ibrahim Ali qui vous dit sportivement bonsoir. Dans l'après-midi, Maradi en noir avec le moral au zénith. Après sa brillante prestation de la veille, 2-0 face à Agadez, s'explique ici contre Dosso. Un match à sens unique avec les Maradiens qui se sont bien promenés. Score 4-1 pour les Noirs de Maradi, dont celui-ci un peu controversé, pourtant renvoyé par la base du poteau intérieur. C'est bien visible. L'unique but de Soleil inscrit sur penalty par Mansour Ahmed. Peu après, Zender en vert et noir face à Agadez, tout de jaune vêtu. Agadez va jubiler de façon assez hâtive par ce but de Hafizou Salissou. Piqué, les Verts vont, après une longue domination stérile, égaliser par Abdelkarim Saadou. Zender 1, Agadez 1. L'instant d'après, une contre-attaque agadésienne prend au dépourvu la défense zenderoise. À cela s'ajoute la nonchalance du gardien pour une prise de décision. Mamadou Adamou profite pour porter la marque à 2-1 pour Agadez, à la toute dernière minute de cette première partie. On revient toujours Zender dominateur, mais sans concrétiser. Et après maintes tentatives, cette fois-ci, c'est la bonne. Suite à ce corner, repris de la tête par Isha Ousseni. 2-2. Puis l'estocade va être portée par Sofiane Toukour d'un tir Rasson. Zender 3, Agadez 2. Score final. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition après 2 journées? Voici l'avis du représentant de la FENIFOOT, M. Mamanassan Djori. Quand on regarde l'équipe de Maradi, nous pouvons dire que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble et nous avons un certain nombre d'éléments comme le 10, le 7 et le 8. Au niveau des Zender, comme je dis, c'est l'équipe la plus jeune, mais nous savons que c'est des joueurs qui sont très techniques, mais ils sont très naïfs et très faibles. Parce que ces jeunes-là, s'ils avaient la force des autres équipes, elle aura aussi en tout cas son mot à dire par rapport même à l'équipe de Maradi. Voilà, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télésal. Au revoir.